Heureux d'être là aujourd'hui, cette semaine, mercredi 1er avril, dans cette troisième édition du webinaire pour l'écosystème Startup de Montréal, webinaire qui nous permet maintenant, à partir de maintenant, on a des invités, donc je vais vous les présenter, qui vont traiter de divers sujets pour justement nous aider à naviguer à travers cette crise. On a un premier segment d'une entrevue avec un entrepreneur donc au cœur de l'action qui a justement une business qui traite avec la Chine et l'Europe. On va parler de ça. On a un autre segment qu'on introduit dans le webinaire maintenant, c'est repenser les façons de travailler. Donc, on va traiter justement notre capacité de nous adapter comme start-up, comme entrepreneur à la nouvelle réalité du remote, du télétravail. Donc, j'ai invité une business qui va parler de ça également. On va faire une synthèse comme la semaine passée sur les mesures économiques, mais rapidement cette fois-ci. Vous revenir sur les aides-mémoires, les ressources à votre disposition. Et on va revenir sur certaines préoccupations d'entrepreneurs qui nous ont été soulevées cette semaine. Puis ensuite, donc, ça va terminer notre appel de cette semaine. Je vous remercie d'être ici en grand nombre encore une fois. On est près d'une centaine dans l'appel aujourd'hui. Et donc, allons-y sans plus tarder. Je vais vous présenter le premier invité aujourd'hui, c'est Xavier. Xavier qui est cofondateur et président de Smart Halo. Je vais le laisser après ça, donc se présenter et présenter sa business. Les deuxièmes invités pour notre deuxième segment, donc Future of Work, repenser les façons de travailler. On a les co-founders de WinGoCard qui vont nous parler de leur expérience de travail en remote dans d'autres business, dans d'autres expériences passées qu'ils ont vécues. Donc, je vais les laisser également se présenter. Donc, sans plus tarder, je vais couper le partage d'écran et on va passer, je vais passer la parole à Xavier Pêche, donc qui est cofondateur et CEO de Smart Halo. Merci d'être là, Xavier. Content Oui, de t'avoir salut avec nous. Pat, merci de l'invitation. Peut-être juste nous présenter toi et ta business, puis après ça, on va aborder justement ton expérience avec la Chine et l'Europe. Oui, absolument. Chez Smartello, on fait des produits connectés pour les cyclistes. Ça fait à peu près 5 ans qu'on existe. On a lancé 2 produits jusqu'à maintenant, Smartello 1 et 2. Les 2 fois à travers des campagnes Kickstarter. Donc, c'est vraiment les moments où on a fait le plus parler de nous. C'est un produit qui vise finalement à rendre le vélo, le futur du transport en ville. Donc, on a développé une interface super simple pour rendre les trajets à vélo plus faciles, plus sécuritaires, plus amusants. Donc, comme tu disais, on produit en Chine, on vend beaucoup en Europe. Donc là, c'est clair que dans la crise actuelle, c'est un challenge assez important. Puis peut-être nous parler d'abord de ta chaîne d'approvisionnement, parce que c'est là où la crise a commencé en décembre, puis s'est exacerbée en janvier. Comment tu as vécu cette expérience-là qui s'est progressivement, parce que là, vous avez eu un Kickstarter l'année passée, vous êtes en mode production pour livrer, vous étiez en mode production pour livrer au printemps. Comment ça a impacté votre business? Parle-nous un peu de ton expérience avec tes fournisseurs en Chine. Oui, alors nous, la plupart des fournisseurs sont à Shenzhen, donc au sud de la Chine, près de Hong Kong. Donc, c'est pas au cœur de la crise à Wuhan en Chine, mais quand même, ça a eu un impact majeur parce que tous mes fournisseurs à Shenzhen étaient fermés. Il y a eu évidemment le congé du Nouvel An chinois qui dure à peu près 2 semaines généralement, mais avec la crise, ça a vraiment tout ralenti. Moi, j'estime que ça nous a retardé d'à peu près 2 à 3 mois au niveau de la production. On parlait d'une livraison en avril, puis là, je ne pense pas qu'on va livrer d'ici la fin du mois. Donc, récemment, on a fait une mise à jour auprès de nos backers sur Kickstarter, donc tous ceux qui ont commandé le produit, pour annoncer qu'on allait livrer en juillet. Donc, c'est sûr que c'est vraiment décevant. C'est vraiment, on aurait voulu livrer plus tôt. Mais quand même, globalement, avec une communication transparente avec les clients, les gens comprennent que c'est une situation vraiment exceptionnelle. Puis, c'est pas nécessairement parce qu'on a mal exécuté. Donc, c'est important, je pense, de garder contact avec les clients comme ça pour expliquer à travers quoi on passe au travers.
Oui, puis la communication avec justement tes contacts là-bas, comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été rompu pendant plusieurs semaines? As-tu été capable de garder un flot de communication puis d'ajuster tes deadlines de façon avec un degré d'assurance élevé? Comment ça s'est fait de ce côté-là? C'était pas évident parce qu'au début, c'était vraiment dur de faire des projections sur quand est-ce que ça allait reprendre. Parce que même initialement, le gouvernement chinois demandait un confinement de 2 ou 3 semaines. En fait, c'est un peu comme on voit au Québec. C'est 2 ou 3 semaines initialement, mais après ça, on sait bien que ça va peut-être être plus long que ça. Nous, on a mis en place un appel à tous les jeudis matins avec eux pour continuer à suivre le travail. Mais j'ai un de nos partenaires là-bas, justement, lui, il est confiné chez lui, mais ça fait 3 mois. Là. Moi, ça fait 2 semaines, puis je trouve ça insupportable. Ça fait 3 mois qu'il est enfermé chez lui, donc c'est sûr que c'est pas facile. Déjà, quand il nous expliquait qu'il se faisait livrer l'épicerie et tout ça parce qu'il ne pouvait pas sortir, on sentait que c'était grave. Donc, même avant que ça arrive ici, on voyait que c'était pas facile. On a un autre fournisseur qui est normalement basé à Shenzhen aussi, mais qui a de la famille aux États-Unis, qui est allé les voir à Los Angeles pendant le congé. Il est encore à Los Angeles, donc il n'a pas pu retourner là-bas. Ah oui, OK. Ça a un impact important. Là, nous, ce qu'on voit par contre maintenant, c'est qu'en ce moment, quand même, en Chine, ça réouvre. Donc, je pense que ce n'est pas juste la propagande chinoise. Là. Effectivement, les choses sont en train de réouvrir. Nos fournisseurs nous le confirment. Par contre, évidemment, la crainte que j'ai, c'est que si ça réouvre trop vite, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague d'infection qui pourrait ralentir à nouveau toute la chaîne? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on suit de près. Puis là, c'est reparti là, de ton côté là, pour ta prod. Oui, la prod est vraiment repartie. Ça fait au moins 1 mois que toutes nos usines nous assurent qu'ils sont à 100%. Donc, c'est positif. Puis ton degré d'assurance par rapport aux livrables, aux dates, comment tu gères ça avec ton équipe? Là? C'est difficile de faire des projections, des forecasts. On essaie encore une fois d'être le plus transparent possible avec nos clients. Il pourrait encore survenir quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout qui nous force à livrer plus tard, mais quand même, les choses avancent. On s'attend à recevoir des échantillons de production, donc une 50aine d'unités au courant de la semaine prochaine et l'autre d'après. Donc ça, c'est vraiment super positif. Donc, c'est des unités qui vont être pratiquement identiques à celles qu'on va livrer en juillet. Donc, on a quand même un peu de buffer, mais c'est ça, c'est un supply chain compliqué. Une partie qu'on n'avait vraiment pas anticipée, c'est que là, en ce moment, c'est au Québec que ça ferme. Et nous, on a un fournisseur au Québec. Ouais. On fait des clés, finalement, pour permettre de débarrer les Smartello qui sont sur le vélo. Ces clés-là sont fabriquées ici à Montréal, en fait, dans le Myland, juste à côté de nos bureaux. Et il faut les livrer en Chine, mais là, ils sont fermés maintenant à Montréal. Donc, là, ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Non. Que ça ferme ici après que ça a ouvert en Chine. Là. Sur le coup, quand on voyait la crise arriver en Chine, sur le coup, je me disais, aïe, est-ce que c'était une grosse erreur finalement de produire en Chine? Oui. Et finalement, on voit bien que le problème il est globalisé. Donc, puis dis-moi, est-ce qu'il y a un impact sur les coûts? Possiblement. C'est dur à dire. Là. D'un côté, l'avantage, c'est que les fournisseurs, quand même, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas eu beaucoup de jobs à faire, donc ils ont vraiment faim et ils ont envie de travailler. Donc, ce que j'ai vu à date, c'est qu'ils ne sont pas en train de monter les prix pour profiter de la crise. Au contraire, ils veulent juste ils veulent savoir si on ne peut pas faire plus de volume. Ils aimeraient ça pouvoir en prendre plus. Il va y avoir évidemment des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, les clés qui sont produites à Montréal, on pensait les envoyer par bateau parce qu'on aurait amplement de temps pour que ça coûte moins cher. Mais là, on va les envoyer par avion dès qu'ils sont prêts parce qu'on va être en retard. Donc, ça coûte plus cher par avion que par bateau. Donc, ça, c'est un exemple de coûts qui augmentent, qui était difficile à prévoir. Autrement, le fait qu'on livre plus tard, puis ça, c'est l'autre gros pan là, du problème, c'est que vu qu'on livre plus tard, c'est plusieurs mois de vente live qui sont perdus. Donc là, en ce moment, on vend en pré-vente, mais c'est sûr que vendre un produit, quand il est disponible maintenant, ça vend beaucoup mieux que si c'est des pré-ventes. Donc, tous les mois qu'on perd de retard, ça a un impact important là, sur nos ventes.
Puis parlant de vente, on va se tourner vers l'Europe maintenant parce que ton marché est pas mal en Europe. Peut-être nous parler avant de rentrer dans les questions de commercialisation, peut-être nous parler de ton marché des e-bikes, puis de la croissance, puis de l'impact potentiel de la crise actuelle sur ce segment de marché des vélos, du vélo de ville. Donc, est-ce que vous allez en bénéficier ou non? Comment tu vois ça? Parle-nous un peu de ça. Nous, on vend en ce moment dans 90 pays, c'est-à-dire on a des acheteurs individuels qui ont acheté sur Internet dans 90 pays. Donc, il y a des endroits que j'ai un client, mais je vais le compter quand même. On Où a, ça? Où ça? mettons, Bangladesh, mettons, j'en ai un. Je vais le prendre quand même. En Europe, c'est à peu près 50% de nos ventes. C'est vraiment un super beau marché pour le vélo, surtout le vélo urbain. Clairement, le vélo comme moyen de transport, qui est nous, notre objectif comme compagnie, c'est de faire du vélo le moyen de transport du futur en ville. Bien, en Europe, c'est déjà une énorme tendance. Donc, ça nous aide beaucoup. Moi, une chose que je vois qui pourrait survenir dans le futur, c'est que dans un monde pandémique et post-pandémique, peut-être que les gens vont vouloir moins se déplacer en transport en commun, par exemple, ou ils ne vont pas vouloir même prendre leur voiture. Le vélo est potentiellement un moyen de transport intéressant dans le futur. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui peut nous aider, mais ce n'est pas quelque chose qui va me ramener des ventes nécessairement aujourd'hui, mais c'est quelque chose auquel je pense pour l'avenir. Sinon, l'espèce de pivot qu'on a fait comme entreprise au cours de la dernière année, c'est qu'on est en train de passer d'un mode où on vendait uniquement B2C à des clients sur Internet à des compagnies de e-bike. Donc ça, c'est un marché vraiment super intéressant parce que le e-bike est en train vraiment d'être en explosion. Là. Et par exemple, en Angleterre, il y a plus de e-bikes qui sont vendus que de voitures électriques. Pourtant, tout le monde parle de l'électrification du transport comme si ça concernait juste les voitures. Le vélo, c'est vraiment quelque chose de majeur. La crise actuelle, est-ce que tu vois que ça va impacter positivement ce segment de marché ou non? Comment tu vois ça? Écoute, c'est toujours un peu discuté. Tu sais, en Europe, les magasins de vélo étaient considérés comme un service essentiel. Alors qu'au Canada et aux États-Unis, ah ben non, le vélo, c'est pour le plaisir, c'est pour du loisir. En quoi c'est essentiel? Tu sais? Alors là, tu sais, on voit vraiment la différence de perspective là-dessus. Là, depuis aujourd'hui, au Québec, ils ont annoncé que les mécanos de vélo, les magasins qui vendent les vélos, c'est un service essentiel. Donc ça, c'est vraiment une super belle nouvelle pour limiter la contagion aussi, là, aider les gens à se déplacer à vélo autant que possible. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est quoi le marché du e-bike? Donc, c'est les vélos électriques, le segment des vélos électriques qui est en forte croissance actuellement. Oui, le vélo électrique est vraiment super intéressant parce que le vélo électrique règle beaucoup de problèmes du vélo actuel. Donc, par exemple, on n'arrive pas en sueur au bureau. On peut faire des plus longues distances. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Généralement, les vélos électriques, on dit qu'ils sont à assistance électrique, c'est-à-dire qu'il faut quand même pédaler, mais le moteur est là pour assister selon différents niveaux d'assistance. En Allemagne, plus de la moitié des ventes de vélos neufs maintenant sont électriques. Donc, c'est vraiment un marché en forte croissance. C'est du 5 à 10 par année depuis 15 ans. Puis là, tu vois donc comment ça se passe du côté de tes clients en Europe, puis la relation avec ta force de vente là-bas, comment ça se passe? C'est assez difficile. Nous, on a engagé quelqu'un en Europe qui a attrapé la COVID. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en santé. Oh my God! Mais il récupère. Donc, OK. Ça va autrement. Moi, j'étais censé aller en Europe pour avancer sur des démarches de vente auprès de grandes marques de vélos électriques. Et j'ai acheté mon billet et le lendemain, ils nous écrivaient pour nous dire que c'était annulé parce que toutes ces entreprises-là sont en train de commencer à travailler de la maison. Donc, on continue à être en contact avec eux. Et les choses avancent. Comme là, par exemple, on a tourné un petit vidéo cette semaine pour montrer le produit en action. Puisqu'on ne peut pas se rendre en personne, on va essayer de trouver des alternatives pour continuer à faire progresser les ventes. Donc, je ne peux pas aller là en personne, mais je peux faire une vidéo. Dans quelques semaines, on va pouvoir envoyer des échantillons. Donc, il faut trouver des façons de pivoter puis pas de s'arrêter à je peux plus rien faire. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais essayer de trouver finalement des façons de continuer d'avancer. Puis parlant de pivot, là, est-ce que vous en avez un que vous en
entrevoyez? Y a-t-il une opportunité qui se pointe à l'horizon actuellement? Nous, il y a une opportunité qu'on voit. Clairement, il y a beaucoup de restaurants, de magasins pour qui c'est vraiment difficile en ce moment, qui sont en train de fermer leurs portes. Dans le cas des restos, par exemple, évidemment, sont fermés, mais il y en a qui ont réussi, par exemple, à pivoter en faisant du take-out ou en faisant de la livraison. Euh, Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on ne pourrait pas les aider, par exemple, à faire de la livraison à vélo. Donc là, on a lancé hier comme initiative, on a offert des Smart Halo 1, donc le premier modèle qu'on a encore en stock, gratuitement aux restaurants qui veulent commencer à faire la livraison en vélo. Donc, c'est notre façon de contribuer à ça. Super intéressant. Puis, c'est quoi la réaction des commerçants? La réaction pour l'instant, c'est quand même c'est intéressant. Il y a certains restos déjà qui sont preneurs. Mais il va falloir le voir un peu plus long terme pour avoir une idée. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a peut-être une opportunité d'affaires qu'on n'avait pas vraiment vue avant au niveau de la livraison. Donc, par exemple, j'ai une amie qui travaille chez Pixmob. Ils font des bracelets intelligents utilisés, par exemple, au Super Bowl, dans les événements. Donc, eux, là, tout l'événementiel, c'est vraiment compliqué en ce moment. Ils ont fait un pivot super intéressant où ils servent de leur technologie existante, les bracelets, pour rappeler aux gens qui travaillent dans des restos, dans des magasins qui sont encore ouverts, de se laver les mains une fois par heure. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos produits, nos services actuellement pour essayer de contribuer finalement à sortir de cette crise. Puis toi, ton niveau de confiance, quand tu regardes ta business, tu as fait tes cash flow, c'est du talk sûrement avec ton CA, tes investisseurs. Comment ça se passe, ta réaction par rapport à la crise? Puis comment tu as été capable de changer de vitesse pour pouvoir t'ajuster? T'en es où avec ça? Ben, c'est sûr que c'est pas facile. Puis il y a beaucoup de pression en ce moment pour réduire le burn. Là. Puis évidemment, je pense que c'est quelque chose que toutes les startups devraient regarder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment pour étendre leur runway? J'étais tout à l'heure dans un webinaire de C100 où il y avait quelques investisseurs qui étaient sur un panel. Puis ils disaient justement en ce moment, les investisseurs sont plus en train d'essayer de sauver les compagnies dans lesquelles ils sont déjà investis plutôt que de trouver des nouveaux deals. Donc, si vous comptiez lever de l'équité dans les prochains mois, mettez-le plus loin dans votre cash flow et essayez de trouver des façons de passer au travers. Puis, tu vois, j'ai déjà une question qui est rentrée pour toi. Est-ce que de Pascal Lemay, peut-être qu'on pourrait le mettre en ligne, l'équipe. On va donc voir s'il peut participer à l'échange. Est-ce que vous envisagez avoir recours à certaines mesures mises en place par les gouvernements, comme les crédits, prêts, mesures pour garder vos emplois? Oui, absolument. Je pense que la plus grande mesure, c'est celle sur le 75 là, qui vient juste d'être annoncée. Je vais te laisser, Patrick, en parler tout à l'heure. Je pense que tu voulais en discuter. Ouais. Il y a aussi le prêt de 40 000 qui est donc un prêt d'une banque commerciale qui est backée par le gouvernement. Mais une chose à garder en tête, c'est que ça va prendre du temps. Là. Vous n'aurez pas l'argent dans le compte en banque demain matin. Ça pourrait prendre plusieurs semaines. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin en ce moment. Donc, puis le prêt, il est assujetti à quoi? Y a-t-il des conditions spécifiques? Moi, je n'ai pas eu le temps de le regarder, celui-là. Est-ce que ton équipe l'a regardé? Ma compréhension, c'est que c'est un prêt sans caution personnelle qui est donc cautionné par le gouvernement directement jusqu'à 40 000. Mais je pense que c'est mieux de. Oui, on va. Que de. Pascal, je vois que Pascal est là. Pascal, voulais-tu intervenir? La simple chose, bonjour Pascal Lemay, moi je suis au ministère de l'Innovation, Sciences, Développement économique Canada. Je suis analyste en économie recherche à Montréal, au bureau régional de Montréal. Non, simplement, c'est une question qui a été soulevée à maintes reprises là, pour la subvention salariale. Pour l'instant, ben là, c'est en ce moment annoncé là, par le ministre Morneau. On devrait avoir plus de détails sur les critères d'éligibilité, les modalités quant à la subvention salariale. Comme tout le monde sait, là, ça a été augmenté à 75 %. Mais on va en savoir là à l'instant là, un peu plus de détails, puis en espérant que ça puisse répondre aux besoins de beaucoup d'entreprises. Mais cette caution-là, c'est intéressant que le gouvernement décide d'entrer dans le jeu puis de cautionner des startups qui ne sont pas nécessairement bancables à ce moment-ci. Je pense que ça, c'est le bon. On s'en va dans le bon sens parce que c'est souvent la plupart des mesures en place actuellement
ne permettent pas d'aider des startups qui sont pré-profit, pré-revenus. C'est assez dur d'avoir accès à ce type d'instruments-là. Est-ce que 40 000 permet à une startup de passer au travers de la crise? Ça dépend. Actuellement, on a vu dans le sondage que Main a fait la semaine passée, 275 startups ont répondu à ce sondage. Il y aurait donc 60 des startups qui sont à 3 mois de runway et moins à l'heure actuelle. C'est assez fragile là, comme situation. Donc, à suivre. Merci Pascal d'avoir donné cette précision-là. Exact. Si je peux ajouter, Patrick, à chaque jour, le ministère organise avec la sous-ministre adjointe à la petite entreprise un appel à 11 heures. Puis c'est une question qui est soulevée. Qu'est-ce qu'on fait avec les startups pré-revenus? Donc, c'est entendu. Je ne sais pas si des mesures vont aller de l'avant pour les pré-revenus, pour les startups qui n'ont pas encore généré de revenus en tant que tels, à voir. Mais c'est certain que ça a été entendu. Super. Puis, il y a la notion pré-revenu puis pré-profit aussi, parce que tu veux avoir accès à des prêts. La question de la profitabilité arrive assez rapidement également. Donc, merci de la précision. J'ai une autre question pour Xavier. Par curiosité, est-ce que les cyclistes utilisent le Smart Halo pour connaître leurs dépenses d'énergie? Alors oui, j'ai répondu dans le chat. Effectivement, il y a une fonction pour compter les calories automatiquement. OK. Cool. Oui, puis si je peux juste intervenir, s'il vous plaît, les participants, si vous avez des questions, le mettre dans le Q&A et non le chat, ce sera plus facile pour nous d'y répondre. Merci. Oui, super. Il y a Hassan qui nous a soumis une réponse parce que là, tout à l'heure, il va y avoir le dévoilement des détails sur la mesure de la subvention de 75 de subvention des salaires. Donc, Hassan vient de mettre une réponse ici reliée au prêt sans intérêt garanti par le gouvernement dans le chat. Xavier, peut-être un dernier mot avant qu'on passe à nos autres invités sur ta façon de voir le passage à travers la crise avec ton staff. C'est quoi le message que tu passes, toi, à ton équipe? Puis comment tu entrevois ça avec espoir, enthousiasme, malgré l'anxiété qu'on va tous vivre à travers ça? Comment tu arrives à maintenir le cap? Je pense qu'un des défis qu'on a et que beaucoup de compagnies ont en ce moment, c'est que tout le staff qui a des enfants, mais les enfants sont à la maison en ce moment avec eux. Donc, c'est sûr que de travailler avec un enfant sur les genoux, c'est quand même un bon défi. On a regardé différentes mesures pour essayer de pallier à cette situation-là. On n'a rien trouvé de vraiment idéal. Donc là, pour l'instant, ce qu'on dit à notre staff, c'est écoutez, nous, on a du runway pour encore quelques mois, pas de panique. Faites de votre mieux, c'est pas facile pour personne. Faites de votre mieux, puis ça va bien aller. Cool, cool. Mais merci d'avoir participé, Xavier, de nous avoir partagé ton expérience. C'est complexe, d'avoir à gérer l'approvisionnement en Chine, la clientèle en Europe. Tu es un exemple d'une start-up là, qui tire son épingle du jeu puis qui va passer au travers, qui a géré ses cash flows de façon serrée. Il y a peut-être d'autres mesures que tu pourrais mentionner avant qu'on termine l'appel? Dernier mot, je dirais que votre compagnie est plus importante que vos comptes payables. En ce moment, peut-être que vous allez manquer des ventes en ce moment, où il y a du monde qui vont tarder plus pour vous payer. Je pense que dans certains cas, c'est vraiment acceptable de parler avec vos fournisseurs et leur dire écoutez, ça va me prendre un peu plus de mois pour vous payer. Donc, ça, c'est une des façons d'étirer le cash flow. Évidemment, c'est courtois là, de téléphoner avant, avant de ne pas payer. Donc, c'est bon de garder les fournisseurs au courant de la situation. Excellent. Excellent. Merci, Xavier. On va passer au deuxième segment de notre webinaire. On a eu le témoignage là, de Xavier Pêche, qui est CEO de Smart Halo, qui fabrique des appareils pour vélos électriques.
compagnie qui a eu un Kickstarter l'année passée de plus d'1 million de dollars, donc, et qui là a dû naviguer dans ces eaux troubles que la crise a provoquées. J'aimerais maintenant vous présenter, je vais partager mon écran ici. On va d'abord présenter nos amis de WinGoCard. En premier lieu, Sébastien Brault, donc cofondateur et serial entrepreneur du Québec, cofondateur de WinGoCard. Mehdi Menni, cofondateur également de WinGoCard et Chief Product Officer dans WinGoCard. Sébastien, CEO. Et Sam D'Agostino, qui est aussi co-founder de WinGoCard et qui est le CTO de cette nouvelle entreprise. Je vous ai invité pour justement qu'on parle dans ce deuxième segment d'implantation d'une culture de remote, puiser dans vos expériences passées. Ce n'est pas la première que vous avez faite par rapport à travailler remote. C'est un challenge. Passer d'un mode offline à un mode remote, il y a plusieurs étapes. Il y a des niveaux de maturité qu'il faut franchir. Il y a des business qui sont capables de le faire en 1 mois. Il y en a que ça va prendre plus de temps parce que ce n'est pas juste une question d'outils comme on le sait bien. C'est culture, process, puis il y a une façon de réinventer les process pour qu'on puisse s'adapter au remote. Donc, je suis content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui pour parler de votre expérience. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait du vrai remote à Montréal. Je pense à Automat, qui est entièrement remote. Depuis le début, ils sont 1700 employés remote. Des business comme ça, il n'y en a pas beaucoup. En général, il n'y en a pas une tonne à Montréal, il y en a très peu même, des vrais. Fait que je suis content de vous avoir avec nous. Peut-être vous présenter à tour de rôle, parler de vos expériences. Je pense à Seb, là, qui est serial entrepreneur. Mehdi, avec qui j'ai travaillé chez Théo Taxi, c'était notre growth engineer. Thank God qu'on a eu Mehdi dans notre équipe. Et Sam D'Agostino, que je rencontre aujourd'hui, très heureux de te rencontrer. Peut-être vous présenter, puis on va ensuite engager la discussion sur le remote, la culture du travail à distance. Fait que Seb, yes. Merci Patrick. Merci Xavier en passant. Super bonne intervention. J'ai appris des choses super intéressantes. Donc, moi, je suis Sébastien Brault. Je suis, comme Patrick dit, je suis entrepreneur en série, co-founder et CEO de Wingo, pardon. Et j'ai commencé il y a au-dessus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc, j'ai vécu la crise de 2000, 2008. Et maintenant, on est présentement dans la crise de 2020. Il y a beaucoup de similitudes entre chacune, mais bon. Et c'est ça. Donc, au mois de janvier de cette année, Mehdi, Sam et moi avons lancé Wingo, qui est une entreprise qui a pour mission d'aider les jeunes à devenir plus financially literate. On offre une application mobile qui permet aux parents et aux jeunes, c'est une application collaborative, banking, qui permet aux parents et aux jeunes de collaborer, c'est-à-dire que ça vient avec une application, une carte Visa et Visa Débit. Et notre objectif à nous, surtout si on considère les temps aujourd'hui en plus, c'est vraiment d'aider les jeunes à apprendre la valeur de l'argent, puisque c'est au cœur de tout. Donc, je vais céder la parole à Mehdi. Oui, donc c'est ça. Donc, je m'appelle Mehdi. Je travaille avec Sébastien. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième compagnie qu'on est en train de lancer les 10 dernières années. J'ajouterai par rapport à ce qui est intéressant avec Wingo, c'est que depuis le premier jour, une des composantes très importantes dans l'ADN de Wingo, c'est que depuis le premier jour, on a décidé de lancer une compagnie full remote. Avant même de la crise de la COVID-19, etc. Donc, c'était vraiment, on voulait que depuis le premier jour, il faut que ça soit full remote, il faut qu'on se set up full remote. Personnellement, moi, je travaille en remote depuis 2015. J'ai travaillé au départ, je suis tombé dans le remote un peu par hasard parce que j'ai commencé à travailler avec des compagnies dans la Silicon Valley. Donc, au départ, j'étais en remote. C'est comme ça que j'ai découvert le travail en remote. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec une compagnie qui est full remote, InVision.
Il y a 800 employés dans le monde en remote et c'est véritablement avec cette expérience que j'ai vraiment appris comment on travaille, comment une compagnie peut travailler complètement en remote. Et j'ai travaillé aussi avec Sam chez Envision. C'est pour ça que dès le premier jour, quand on a lancé Wingo, on s'est dit, OK, il faut que ça soit en remote. Donc, on va avoir l'occasion de partager un peu les best practices et comment switcher, comment aller d'une compagnie classique avec des bureaux et passer directement avec les remote. C'est sûr que le contexte est un peu rough. On a quelques jours, voire quelques semaines pour s'adapter. Donc, on va essayer de partager au mieux notre expérience. Sam. Oh, t'es muté. Mute. How about now? Good. Fait que, everything Mehdi just said. So I've been working remote since about 2017, and actually it was Mehdi who had started working at Envision. And while I was working out in the valley, reached out and asked that I join him on the growth team at Envision. And I used that opportunity to move back to Montreal. So I'm a Montrealer, was working in Silicon Valley for a couple of years, and for a company called Cloudflare. And then Mehdi reached out. And proposed the opportunity to work with Envision and work remote. So I use that to come back home. I've been working remote ever since. I will say, yes, as Mehdi said, there is a bit of a learning curve. There are some challenges. There are different challenges in working remote than there is working in an on-premise office. But to be perfectly honest, once you get used to it, and if it's something that you can get working, like for myself personally, I can't go back to working in an office. There's no turning back, right? No. So like when Seb and Mehdi approached me with Wingo and with the opportunity, first of all, the idea I thought was fantastic. But one of my requirements, which wasn't a hard sell, was that we would be a fully remote company. So let's dig into it right away. Before we talk about processes and tools and steps to get there, to get to the remote nirvana, what's philosophically, let's talk about the philosophy and the culture of the business and how we switch from offline philosophy to remote. How does that have to happen, and how do we? Because there's also a culture shift that needs to happen. So let's talk about culture first, and then we're going to move into tools and processes. So peut-être vous entendre là-dessus. Culture d'avant, c'est quoi la culture remote versus une culture offline? Let's talk about that. Je peux peut-être commencer. Première étape, comme tu dis, pour faire le shift, il faut vraiment identifier le pourquoi. Là, dans le cas, aujourd'hui, on est vraiment forcé. Donc, les gens sont forcés de partir du bureau puis de travailler de la maison. Nous, on a identifié pourquoi on voulait travailler en remote. On voyait vraiment les bénéfices. Donc dans notre cas, c'était access to talent, c'était qualité de vie, plus de commute, 1 heure de commute en moins chaque jour. Ça fait une méchante différence. Ensuite de ça, productivité. Une fois qu'on sait bien travailler en remote, on augmente de beaucoup notre productivité. Donc, je pense que j'utiliserais peut-être d'ailleurs la productivité pour faire un segue vers la culture. Une des grosses différences entre le remote et le on-location, c'est qu'on location, on est près de tout le monde. On peut se lever quand on a une idée, aller voir quelqu'un, on arrive avec toute l'émotion, on est excité, puis il y a beaucoup de créativité. En mode remote, on est face à notre écran et il y a beaucoup plus de communication écrite. Donc, d'un point de vue communication, ça change complètement. Ce n'est pas pour tout le monde. Au début, c'est difficile. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler en remote, il y a quelques années, je me trouvais à commencer à écrire un email parce que j'avais une super bonne idée, puis je suis Attention Deficit Disorder. Donc, je voulais la communiquer. Puis, rendu aux deuxième phrase, pourquoi je suis en train d'écrire ça? Et donc, du coup, je me disais, OK, ça ne vaut pas la peine. Je ferme le email, je retourne à focusser à mes tâches. Normalement, dans le bureau, je me serais levé, je serais allé voir la personne, j'aurais discuté avec elle, on aurait commencé à échanger, je l'aurais dérangé pendant 15 minutes et par la suite, on se retourne au travail. Alors là, on est beaucoup plus focus. Par contre, lorsqu'on communique, il faut vraiment réfléchir davantage à
la personne qui va recevoir notre communication, que ce soit une communication Slack ou une communication par email, ça doit être hyper clair parce qu'on ne peut pas échanger puis valider, échanger et valider. Donc, il faut prendre vraiment le temps de bien communiquer par écrit et il faut se mettre dans la peau de la personne qui va recevoir la communication, qui a 1 million de notifications Slack par jour, tous les outils qu'ils utilisent. Donc, vraiment, communication is key au niveau de la culture. Puis on va parler des processus, puis comment on met ça en place. Mais d'un point de vue culture, c'est quand même, il y a quand même un virage à faire qui est important, puis qui a un impact profond sur la façon de communiquer. Je pense que la communication, tu le dis, Seb, c'est la base de ce qu'on met en place comme culture. Tu passes d'une culture ad hoc, en personne, verbale, à une culture écrite. Ça, c'est un des switches qu'on voit dans les business remote. Il y a aussi le besoin de mettre en place de l'informel. Tu sais, puis je ne veux pas qu'on rentre dans les processus tout de suite, mais comment vous allez vous comptez gérer? Là, vous commencez, là, vous êtes en embauche en passant. Super bonne nouvelle. On a une start-up qui est en embauche, avis à tous. Puis ça, c'est une bonne nouvelle qu'on veut promouvoir dans l'écosystème. Donc, là, vous onboardez des nouveaux employés. On veut mettre en place cette culture-là. À un moment donné, il faut se rencontrer en personne. Comment vous allez mettre ça en place? C'est quoi la philosophie autour de ça? Je peux peut-être répondre à cette question. Encore une fois, je pense que c'est très important d'avoir une culture remote. Donc, on l'a assez dit, mais ça veut dire quoi? Donc, ça va dire que la communication faisait partie de cette culture-là, mais je dirais que aussi, il y a d'autres aspects très importants pour avoir une culture qui est adaptée plus au remote, comme la transparence. Être transparent dans une entreprise remote est extrêmement important. Donc, il faut non seulement communiquer, mais être vraiment transparent et diffuser l'information à tous nos collaborateurs, avec tous les gens qu'on est en train de travailler en remote pour les garder vraiment au courant et savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise, etc. Donc, la transparence. Un autre point, je dirais être inclusif. Vous savez, quand on travaille en remote, c'est très facile de tomber dans l'isolement. Parfois, on travaille seul, on n'est pas en contact avec le reste de l'équipe, etc. Donc, faire en sorte de ne pas tomber dans l'isolement et faire en sorte qu'on met en process, on met des routines en place pour être sûr qu'on est en train de communiquer d'une manière quotidienne avec les gens. Ça peut être aussi simple que tous les matins, par exemple, quand on commence la journée, on a bien sûr Slack fait partie des incontournables. On a un channel où on dit bonjour. Donc, tout le monde dit bonjour sur Slack, etc. On a aussi, par exemple, on met en place des stand-up meetings, tous les jours, des stand-up meetings avec Zoom pour qu'on puisse communiquer, c'est pas juste le travail, c'est juste pour dire bonjour, comment que ça s'est passé la journée, etc. Donc ça fait vraiment partie des incontournables pour avoir une culture autour du remote. Ça, c'est bien ça, juste l'idée du channel, bonjour, c'est intéressant. Oui, c'est très important. C'est un détail, mais c'est intéressant. C'est un petit détail, juste bonjour. Quand on quitte, la journée de travail se termine, on dit OK, ma journée de travail se termine, au revoir, on se voit demain, etc. Parfois, quand on sort, on a un rendez-vous extérieur, etc., on le dit sur le Slack channel. Donc, être transparent et communiquer. Il ne faut pas avoir peur de sur-communiquer. Fait que si on aborde les outils maintenant, juste, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, là, mais juste nous parler des outils, juste pour faire notre setup de base. Là. On parle de Slack, de Zoom et d'autres d'outils de gestion de gestion de projet. C'est Asana. Peut-être nous parler de votre setup au niveau des outils rapidement. Après ça, on va parler de process. OK. Sam, tu veux prendre ça? Yeah, I can do this one. One advice I can give you here is I've been with companies
one of which InVision and other companies also in the past that have practiced or sort of have essentially had an open bar with this. And so one advice I can tell you is try to minimize the amount of tools you use. Because when you're overwhelmed with tools, it actually hurts your communication and it hurts your company and your organization as a whole. So be sure to to have a couple of key tools that you use for most things that solve the biggest things you need to have. So for example, any documentation tools, any for IM. So in our case, we use Slack for all of our chats. We use Zoom obviously for our video conferencing. We use Notion that actually Mehdi had introduced us to, and we're as a team it's a new tool that we just got on, but we're loving it more and more. We use that for almost all of our company written products, whether it's documentation, meeting notes. We even have some roadmaps on there. We try to put everything on there, and I think and Notion. obviously Notion, yes, and then we use the Google Suite for things like email and spreadsheets and stuff like that. Okay, I think that's the core. Of what about project management? What do you use? We're in the process of getting to that. So Notion has some offering there. So if you want very light project management, you can use it. But now that we're starting to build our team and wanting to actually start to build a good software development lifecycle, that's where we're starting to see a bit of the limitations of Notion. So we're looking to move away to a tool. Right now, I'm looking into Trello, which I've used in the past, and other teams I've used like Jira. The thing with Jira, if no one's familiar with Atlassian's product, they work best and they sort of leverage it so that once you start with one of their tools, it's best to use their entire suite. Yeah, totally. Let's go into processes now, and they're important. I think remote. And I'm not a process guy. I'm like Seb. I'm a typical ADD. Who needs to be around people, to jam ideas, to brainstorm. So I'm certainly one of the folks that will struggle in a remote remote environment. So to deal with that and to set up the right processes. Maybe talk about what you've set up and in the past and maybe at Wingo moving forward. For the daily, let's talk about the daily routine. How does that happen, and what kind of processes are in place for the daily stuff? Yep. Seb, you want to take this one? Sure. Or you? Yeah, I can take it. So essentially, right now we are a very small team. So we're acting like an agile team, as a management agile team. The first thing, there's process and there's methodology. So what we would recommend is for anyone that wants to go remote, you have to think about a team-centric methodology, such as Scrum or Kanban. The idea is that you want self-sustained teams and self-managed teams, and with the right process and the right implementation of these methodologies, you don't have to be watching people and wondering if they're doing the work all the time. This is something that a lot of people have a hard time with letting go. When you think about, I'm going to have employees doing remote work, they're thinking they're going to be at home, they're not going to work, they're just going to play around and not be productive. So the best way to do that, instead of having one person manage these people and with a stick, is you have them be part of team infrastructures. So when you're part of a team, the team self-regulate itself, and it shows. Like in Scrum, if you're not delivering points, for example, in an engineering team, eventually it's going to come up. Maybe you're having a bad time, and is there a way we can help you? But you'll have to adjust, right? What about with management? So you're talking about managing tech teams, but what about managing a management team? Yeah. So for management, essentially we use tools such, again, coming back to tools, Asana. So we build process in Asana, and there's a lot of, it's easy to assign different stuff. And also the thing that's super important is every time we repeat a task more than 2 or 3 times, we're thinking, okay, let's create a process for that. Because when we do stuff, we have to think about other people that are going to come in. For example,
when using G Suite. If you're going to have a certain structure and you're going to put your customer information in a certain file, you need to think how easy and how intuitive is it for other people coming in the company that have never seen this to find this. Right. So it's always thinking about putting yourself in other people's shoes that are not necessarily trained yet. Et je dirais aussi, du fait qu'on est en remote, il faut faire en sorte qu'on augmente la collaboration entre les gens. Comment on fait ça? En mettant des daily meetings, des weekly meetings, vraiment dans notre agenda. Et on essaie de ne pas rater ces meetings pour pouvoir garder le contact avec tout le monde et aussi rajouter un peu de la flexibilité dans notre agenda. C'est-à-dire il faut parce que c'est très simple, c'est très facile quand on est en remote. On se dit je ne vais pas déranger l'autre personne parce qu'on a eu comme une petite gêne. Donc il faut pas avoir cette gêne de contacter la personne. Est-ce que j'ai besoin de brainstormer sur une idée, surtout les postes comme product designer ou product manager, etc. C'est un peu moins les développeurs parce que les développeurs aiment le focus, mais les autres postes, donc il faut pas hésiter d'avoir des ad hoc meetings, jumper sur Zoom et commencer à travailler et utiliser les outils qui vont nous permettre facilement de partager du contenu en utilisant... Puis parlant de meeting, là, une des erreurs qu'on voit typiquement quand on passe du on-site à remote, de travailler dans les bureaux à une business qui travaille à distance, c'est la multiplication des meetings. Les meetings d'une heure d'un calendrier. C'est un réflexe que je vois souvent. Moi, c'est parce que dans Google Calendar, bien, la plage typique, c'est 1 heure, mais fait qu'on call un meeting d'1 heure, puis on est 12 dans un call. Puis là, l'heure d'un call, j'ai un call. Comment est-ce qu'on fait pour éviter couper dans cette masse de meetings en termes de temps, de nombre de personnes? Comment est-ce qu'on... Il y a ça aussi, cette culture-là à mettre en place. Pas obligé d'être 15 en call, pas obligé d'avoir des meetings d'1 heure. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Il y a différents petits trucs. Par exemple, ce qu'on ne fait pas quand on travaille dans un bureau, c'est d'avoir des... Dans ton calendrier, il faut mettre des moments de focus. Donc, il faut booker dans ton calendrier, OK, pendant 2 heures là, je vais travailler sur un document, sur quelque chose. Donc, je m'assure que je bloque ces 2 heures là dans mon calendrier. Ça va permettre, avec les gens avec qui je travaille, ils ne peuvent pas me booker des meetings, etc. Donc, je me protège et je m'assure d'avoir du temps focus qui me permet d'avancer. Concernant maintenant, si on reçoit beaucoup de meetings à droite, à gauche, il ne faut pas aussi avoir se gêner pour dire, écoute, à quoi ça sert ce meeting? Pourquoi je devrais être là? Poser des questions pour essayer de voir si c'est vraiment nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas avoir be shy, de dire, écoute, je pense que je vais passer, je pense que ma présence n'est pas requise, donc il faut, tant qu'on est transparent, on garde la communication ouverte, je pense que ça se gère. Vos meetings en partner, là, ils durent combien de temps? Le meeting typique, le daily, il dure combien de temps? On a un daily tous les jours, ça dure entre 10 et 15 minutes. C'est ça. Pas plus. On a un weekly qui dure à peu près 1h30. Ça ne veut pas dire qu'entre le daily de 10-15 minutes et le weekly d'1h30, on ne se voit pas du tout. Non, on se voit, mais ça va être du cas par cas. Si on doit travailler ensemble sur un document, là, à ce moment-là, on s'envoie des invitations. Mais on essaie d'avoir tous les jours une rencontre 1 fois par jour de 10 à 15 minutes et une rencontre 1h30 1 fois par semaine. Je vais prendre une question. Oui, vas-y, Seb. Après ça, j'ai une question. Un petit détail, là, mais qui est quand même vraiment important. Quand on fait du Zoom, caméra on tout le temps. Toujours, parce que le non-verbal est super important. Puis pour nous, c'est un automatisme. Donc, par exemple, si on parle à un fournisseur ou à quelqu'un qui n'a pas sa caméra, on dit est-ce qu'il y a un problème? La caméra ne fonctionne pas. OK. Bon, absolument. Les gens, ouais. La caméra, ça c'est un détail, mais c'est vrai. J'ai quelques questions. Y aller en rafale pour les quelques minutes qui restent. Donc, qu'en est-il du sentiment d'appartenance? Ça, c'est une question de Pascal Lemay.
donc, qu'en est-il du sentiment d'appartenance à l'entreprise et pour bâtir une culture d'équipe quand on travaille à distance? On y a touché un peu au début, mais ça recoupe aussi au volet social informel. Donc, peut-être avoir votre insight là-dessus, là, partager votre expérience de ce côté-là. Rapidement, je dirais, ça passe par trois choses. Ça passe par un bon onboarding process au départ. Donc, c'est à ce niveau-là, vraiment les premiers jours sont vraiment critiques. Quand il y a quelqu'un qui arrive dans la compagnie, donc on s'assure de le bien onboarder, ne pas le laisser dans la nature seul. Ça passe aussi, nous par exemple, dans la conjoncture actuelle avec le COVID, on le fait moins, mais même si on travaille full remote, on se rencontre normalement une fois par semaine. On va aller tous en équipe se rencontrer, travailler une demi-journée, 2-3 jours, y aller manger dehors, etc. Ça, c'est d'une manière hebdomadaire. Aussi, on peut aussi, une fois chez Invision, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait plusieurs off-sites dans l'année. Une fois tous les quarters, une fois par an, etc. On allait rassembler tout le monde. Et ce n'est pas juste pour travailler, ça peut être aussi pour avoir du fun, faire des activités, du team building, etc. C'est comme ça qu'on développe cette culture-là d'appartenance et cette culture du remote. Oui, vas-y. Puis, il y a aussi le côté, ce qui crée l'appartenance aussi, c'est la performance. Quand tu es dans une équipe gagnante, quand tu es dans une équipe qui performe, tu es bien, tu ne cherches pas, tu ne regardes pas ailleurs. C'est sûr que si les processus ne sont pas bons, la communication n'est pas bonne, oups, ça va glisser. Mais quand les choses fonctionnent bien, les gens sont vraiment attachés à leurs équipes, à leur compagnie. OK, cool. Dernière question technique, celle-là. Pourquoi ne pas utiliser la suite Microsoft? Je l'ai eu souvent, là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est intéressant. Sam? For us particularly, because we're all on Macs. And so that's as far as the Microsoft suite. That's why we didn't. That's one of the reasons why we didn't use it. For second, personally, for us, we have experience with using Slack and Zoom, and so that's why we decided to go with that suite. Personally, I haven't used a product like Microsoft Teams. I've heard good things about it. But yeah, there's no reason why you can't use it as long as it gets the job done. And it works. So one thing to note is that there's not one tool that works best for that works for everybody, right? Everyone has to find their own way. This works not only with tools, but like even with your process and the way you can make remote work for you. You can't look at this as sort of being a prescription. Like if you follow these steps, you'll be able to work remote. That's not the case. Yep. For every team, every person, everyone has their own pros and cons, and it's up to you to sort of take this information and try to adapt it as best as you can for your scenario, your use case to make it work best. J'ajouterais le bon outil, c'est l'outil qui marche le mieux avec vous. Donc, si la suite Microsoft vous convient, donc c'est votre outil. C'est ça, il n'y a pas de magic bullet. Hey les gars, time's up. Merci infiniment pour votre participation à ce segment-là. Je suis sûr que c'est une expérience partagée qui est bénéfique pour tout le monde. Puis, au plaisir de vous recroiser remote, je vais passer maintenant à la suite. On a quelques nouvelles sur les mesures gouvernementales qui se mettent en place. Donc, je vais juste revenir à notre présentation. Ce ne sera pas long. Il nous reste quelques minutes. Merci d'être avec nous encore. Je vais juste repasser certains éléments dans quelques secondes, ça devrait y être. Donc, on a donc un retour sur les mesures de la semaine passée, prestations canadiennes d'urgence, le PCU, donc 2 000 $ par mois sur 4 mois aux travailleurs privés de salaire. Il y a le programme de travail partagé bonifié également qui ont été annoncés la semaine passée. Évidemment, la grosse nouvelle cette semaine, c'est le gouvernement fédéral, donc subvention de 75 % des salaires. Bill Morneau est en train de faire des annonces, des précisions sur cette mesure-là en ce moment. L'équipe de Bonjour Startup va consigner tout ça et vous transmettre ça dans les documents collaboratifs
qui sont disponibles en ligne. Je vais vous les partager dans quelques minutes. Développement économique Canada qui aussi propose un moratoire de 3 mois sur les paiements dus à DEC. Il y a aussi le 40 000 $ en prêt libre d'intérêt pendant 1 an aux entreprises. Donc, il faut voir quelles sont les mesures spécifiques reliées, les conditions spécifiques à ce prêt. Et il y a la Caisse de dépôt qui a annoncé hier également le 4 milliards disponible aux entreprises rentables. Donc, ça, c'est post-profit, évidemment, pour des investissements. Aide-mémoire, rapidement, les modalités d'accès aux mesures vont être mises en place progressivement. Donc, les 3 paliers de gouvernement vont sortir progressivement des précisions sur les mesures. Ces mesures s'ajoutent aux mesures existantes. Vous avez toujours accès aux mêmes avantages qu'avant. Il y a un plan de relance économique qui va venir également sous peu. Là, on est dans les mesures d'urgence. Les préoccupations de certains entrepreneurs cette semaine vont comprendre les questionnaires demandés. En ligne, on a une section FAQ dans notre document collaboratif qui va également être disponible sur le site web de Bonjour Startup où on répond à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Pour un entrepreneur qui démarre son projet, comment garder le cap sur ses objectifs? C'est une grande question. Il y a plusieurs webinaires maintenant qui s'offrent à vous, plusieurs offres d'aide, de coaching pour vous aider à garder le cap dans la tempête, notamment Montréal Link qui offre un service de coaching. Donc, vous pouvez écrire à Montréal, à coach@montreallink.ca si vous le souhaitez. Il y a d'autres offres de coaching aussi qui existent. Les ressources sont listées là, sur le site de Bonjour Startup. Est-ce correct de continuer de faire mon business as usual malgré la crise? Je n'ai pas le temps de répondre en détail à cette question-là, mais non, absolument non. Le business as usual n'est pas du tout à recommander. Même si ça va bien, il y a des opportunités qui peuvent se pointer à l'horizon dont qu'il faut considérer. Et si ça va mal, c'est surtout quand ça va mal qu'il faut changer de modus vivendi et operandi à travers cette crise. Donc, de grâce, ne restez pas en mode business as usual. Donc, pour aller plus loin, comme je vous l'indiquais, cette présentation-là va être disponible. Sous peu, on va vous la transmettre. Vous avez les différentes ressources à votre disposition pour la suite, si vous avez d'autres questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y en a encore qui sont en suspens là, dans le questions et réponses de l'appel du webinaire actuellement. L'équipe va essayer de les recenser et de les ajouter au FAQ pour la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On va avoir notre 4e édition. On va annoncer de nouveaux invités à ce webinaire. Si vous souhaitez participer comme invité et vous avez une expérience pertinente à nous partager, je vous encourage fortement à venir, à lever la main et à nous contacter pour qu'on vous invite dans les prochaines semaines. On va toujours aborder un segment comment gérer la crise, comment naviguer à travers la crise, un segment l'opérationnalisation du travail à distance, puis un segment sur les mesures en place. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.